CRTV News, nothing. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Tractation et effet de manche des chefs traditionnels autour des prochaines élections régionales. Occasion pour une excursion au cœur de cette fonction entre tradition et modernité. Dossier à suivre dès l'entame du journal. Tractation et effet pervers de la fraude autour du baccalauréat 2020. La grande enquête du 20h30 vous amène sur les circuits des épreuves au cœur de ces failles qui expliquent les fuites. Et puis, tractation d'experts et effets espérés, des propositions de la CEMAC pour accroître les ressources financières des États de la sous-région. Les annonces de ce comité, de la réunion du comité inter-État ce mardi, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons donc le journal avec cet important communiqué de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale que le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a décidé du report au lundi 10 août 2020 à 12h dans la salle des conseils de la présidence de la République, report de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, réunion initialement convoquée pour le jeudi 6 août 2020. C'est un communiqué signé ce 4 août 2020 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les chefferies traditionnelles ont le vent en poupe. L'évocation des prochaines élections régionales augmente l'attrait de cette notabilité. Ces gardiens de la tradition multiplient maintenant les tractations et les manœuvres de positionnement en prélude à ce scrutin inédit au Cameroun. Mais qui est donc le chef traditionnel et comment le devient-on chez nous? Gros plan sur cette fonction qui fait courir de plus en plus de compatriotes. C'est dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Entité autonome autrefois, les chefferies traditionnelles ont été inféodées à l'administration avec l'arrivée des colons. Auxiliaires de l'administration, nos chefs traditionnels le sont devenus et le sont restés après les indépendances. Au Cameroun, le décret du 15 juillet 1977 leur donne pour rôle de transmettre à la population les directives des autorités administratives et d'en assurer l'exécution, de concourir sous la direction de ces mêmes autorités au maintien de l'ordre public, au développement économique, social et culturel de leur unité de commandement, de recouvrer les impôts et taxes de l'État et des autres collectivités publiques. Au mode de désignation traditionnelle où le trône passait de père en fils, se sont greffées d'autres façons de choisir le chef. Dans certaines contrées, il faut faire acte de candidature et les candidats issus des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises et savoir autant que possible lire et écrire. La désignation à proprement parler intervenant elle-même à l'issue de consultations menées par l'autorité administrative locale auprès de notabilités coutumières. Et c'est au vu de leur rapport que les chefs de premier degré sont désignés par le Premier ministre, ceux de deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale et ceux de troisième degré par le préfet. Il est à noter que la chefferie du premier degré est celle dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins deux chefferies de deuxième degré, sans que ses limites territoriales n'excèdent celles d'un département. Celle de deuxième degré est toute chefferie dont le territoire de compétence englobe au moins deux chefferies de troisième degré, ses limites territoriales n'excédant pas celles d'un arrondissement. Et la chefferie de troisième degré, enfin, correspond au village ou au quartier. Et plus qu'un symbole, au-delà de la pérennisation de nos traditions et coutumes, le chef traditionnel est d'abord un auxiliaire de l'administration soumis aux lois et règlements de la République. Regard d'expert sur cette fonction multidimensionnelle, c'est un reportage de Augustin Guizana.
Pour comprendre la fonction politique des chefs traditionnels au Cameroun, il faut remonter le temps. Le décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles fait des chefs traditionnels des auxiliaires de l'administration, mais il peut effectivement arriver qu'il y ait des malentendus. Seulement, avec l'avènement du multipartisme au Cameroun, des chefs traditionnels affichent des ambitions politiques. D'autres ont même tendance à bafouer l'autorité de l'État. Pas surprenant. Les chefs traditionnels sont aussi des citoyens et il ne leur est pas interdit en principe de prendre part aux affaires politiques, mais il faut savoir distinguer les rôles. Le sociopolitiste Mathias Eric Onangini est intransigeant. Le contexte de décentralisation qui crée une chambre des chefs traditionnels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que le quota des chefs traditionnels au conseil régional en devenir, doivent davantage resserrer le lien entre l'autorité administrative et son auxiliaire. Cela est effectivement lié à leur fonction d'encadrement des collectivités à la base, à leur légitimité en tant qu'autorité coutumière. Comme sous un arbre à palabres, le débat autour de la chefferie traditionnelle continue d'alimenter la scène politique nationale. L'extrême nord, s'il est une zone où la chefferie traditionnelle conserve toute sa magnificence et son aura, c'est bien le septentrion. Allons donc vivre par exemple cette journée du Lamido Amadou Daïrou. Il est à la tête de la chefferie de Meskine, mais il est aussi maire de Maroua Ier. À la fois guide spirituel, juge coutumier et leader de sa communauté, voici le portrait de ce père de 21 enfants, brossé ici par Aladi Mustafa. C'est en octobre 1990 qu'il a pris les rênes de Meskine, un lamida situé à 6 km de la ville de Maroua. Depuis 30 ans, Sa Majesté le Lamido de Meskine a un emploi du temps bien défini. C'est d'abord la prière de 5 heures. Quand à la cour, elle vient probablement vers 8 heures. On repartage les tâches. Le chef se retire après la prière de 14 heures. Dépositaire des valeurs traditionnelles et ancestrales, Sa Majesté le Lamido de Meskine consacre aussi du temps à ses femmes, ses 21 enfants et ses 5 petits-fils. Malgré que nous avons de nombreuses femmes et de nombreux enfants, on s'occupe de tout le monde. Âgé de 52 ans, Sa Majesté Amadou Daïrou est aussi un homme politique. J'ai été d'abord président de sous-section du RDPC, puis maire de la commune rurale de Maroua. Aujourd'hui, sénateur suppléant dans le Diamaré. À l'heure où le Cameroun fait face au coronavirus, il laisse ce message aux 22 000 âmes qui peuplent Meskine. Laver les mains, se protéger avec les cache-dents. Le Lamida de Meskine, qui a vu le jour en 1795, compte 53 chefferies de 3e degré. A jeté également dans ce dossier l'hommage à un chef qui a marqué l'histoire du Cameroun bien au-delà de sa communauté. Rodolphe Mangabel est un monument à lui tout seul. Les Sawas commémorent en cette semaine le 105e anniversaire de son exécution par pendaison sous la férule des colons. La semaine d'activités commémoratives était lancée hier lundi à Douala par le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dibois et par le maire de la ville de Douala. Récit à Douala, Gaël Moudiondedi. Pour cette 105e édition de la commémoration du Tété Kombo, c'est le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, qui ouvre la semaine des hommages en matinée sous le regard attentif de la reine du canton Bel. Rodolphe Mangabel n'appartient plus à la communauté Sawa, c'est à tout le Cameroun. L'après-midi, même rituel, mais cette fois, c'est le maire de Douala qui est à l'honneur. La République a fait de Roi Bel, Rodolphe Mangabel, un héros national. C'est à ce titre que nous venons nous incliner dans ce lieu mythique et devant là où il a été pendu. Ces commémorations culmineront samedi 8 août, jour de la pendaison du Roi Bel, Rodolphe Douala Manga.
Autre zone de forte prégnance de la chefferie traditionnelle au Cameroun, c'est bien la région de l'Ouest, un creuset de notre riche culture. Les missions de ces gardiens de la tradition dans le département des Hauts-Plateaux leur étaient rappelées hier lundi par le préfet Yampen Ousmanou. C'était en présence du vice-premier ministre Jean Kuete. Retrouvons à Baham Stéphane Franky Kana. Une rencontre tripartite, autorités administratives, municipales et traditionnelles du département des Hauts-Plateaux pour parcourir les dispositions légales qui régissent les attributions des chefs traditionnels dans leur rôle d'auxiliaire d'administration. Les chefs de deuxième degré des 9 groupements que comptent les Hauts-Plateaux ont été appelés à jouer leur partition dans la collaboration avec l'autorité administrative dans l'encadrement des populations. Le préfet nous a édifié sur les textes qui régissent la chefferie. Conscients du rôle important que jouent les gardiens des traditions dans le maintien de la paix, les élites du département ont réitéré leur soutien à les accompagner dans leur mission. Les chefferies traditionnelles sont consolidées par le président de la République au sein de l'État. Jean Kuete, le vice-premier ministre qui a participé aux assises, a souligné que le développement de la région de l'Ouest, crée entrée dans les traditions, s'appuie sur les chefferies traditionnelles. Restons dans les Grassfields où la commune de Pété Banjoun célébrait hier lundi l'entrée en fonction de son nouveau maire. À la tête du nouvel exécutif communal installé par le préfet du Konki, c'est bien Madame le maire, Niki Love Maptue Foto. André Aristide des combats de CRTV Ouest était au palais de justice de Banjoun pour nous. La chaîne de solidarité n'a jamais été aussi renforcée à Banjoun qu'en ce jour d'onction officielle du maire et de ses 4 adjoints. Du bain de foule à l'entrée en fanfare à la place des fêtes, en passant par la sortie du tribunal, c'était la communion avec les populations. Les recommandations de la présidente du tribunal de première et de grande instance du Konki ont porté sur la bonne gouvernance. Je me jure. Son premier adjoint, David Kenyé, a fait de même. Le préfet Donatien Oum, entouré du secrétaire général des services du gouverneur de l'Ouest, Gilles Sadi, et le ministre d'État, Édouard Akamon-Fumo, a suivi la lecture de l'arrêté du Mindével, constatant l'élection du maire et son premier adjoint. Cette action que nous posons ce jour est un même prolongement de l'hommage au patriarche, notre patriarche qui est parti. Se dire aujourd'hui, nous avons fait notre part. Niki Love Maptue Foto est la première femme élue maire à la tête de la commune de Pété Banjoun. Et c'est dans ce contexte que se prépare la 26e édition de la Journée internationale des peuples autochtones. L'événement sera célébré le 9 août de cette semaine sous le thème Covid-19 et résilience des populations autochtones. Et ce mardi, le ministre des Affaires sociales, Mme Pauline Irène Guéné, lançait les activités préparatoires. Le sens à donner à cette célébration, c'est dans ce reportage de Yvonne Gaël Aveb. Bororo, Baka, Bakola ou encore Bedzan, ce sont les communautés autochtones qu'on retrouve au Cameroun. Le 9 août de chaque année, l'on marque un arrêt pour sensibiliser l'opinion sur leurs besoins. C'est la Journée internationale des peuples autochtones. C'est en prélude à celle-ci que la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a lancé ce mardi les activités de la 26e édition. Nous saisissons donc l'occasion qui nous est donnée pour mettre sur la table le draft du plan national de développement des populations autochtones. L'édition 2020 se célèbre dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus, avec un thème qui tombe à pic, Covid-19 et résilience des populations autochtones. Ce thème pour nous est interpellateur. Ça va nous permettre évidemment aussi d'évaluer ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Les travaux en atelier ouvert ce mardi se tiennent sur 2 jours. Le condensé de toutes les actions menées en projet en faveur de l'épanouissement de ces populations est attendu. Tout à fait autre chose à présent, parlons des examens officiels. Exit la reprise du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. La phase 2 s'est achevée ce mardi avec le passage des matières physiques, chimie et SVT, des épreuves, pour vous le rappeler, qui étaient entachées à la première session par la fraude.
Pas de récidive, nous dit-on, pour cette reprise. Tout se serait déroulé dans les règles de l'art, comme on le voit ici, en image simplement au lycée de Ngousso-Ngulmekong ou encore au collège Jean Tabi à Yaoundé. Le bilan affiche dans ces deux établissements un cas d'abandon et 3 absences constatées. Et ces fraudes constatées par les officiels en charge des examens ramènent maintenant sur le tapis la question de ces circuits de fuite des épreuves au Cameroun. Comment donc une épreuve conçue et validée, reproduite pour le baccalauréat, peut-elle se retrouver dans la rue ou même dans les réseaux sociaux bien avant le jour de l'examen? Quelques lignes force des réponses dans cette enquête de Oswald Moudon dans les circuits de la fraude aux examens. L'on croyait que l'eau avait fini par retrouver sa voie sous les ponts, jusqu'à ce que le baccalauréat 2020 la remette au goût des candidats. Mais à en croire une source anonyme, le phénomène n'est pas nouveau. Chaque année, il y a toujours eu ce qui est arrivé là. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Ce qui est maintenant embêtant, c'est parce que les enfants mettent ça sur Internet. De la conception aux candidats, les intermédiaires sont nombreux. L'enseignant de terrain élabore le sujet, les inspecteurs nationaux valident sa conformité. Les sujets sont alors déposés dans la banque des sujets de l'OBC. Une épreuve sera tirée au sort parmi d'autres par un comité restreint avant d'être envoyée à la reprographie. Une fois multipliées et scellées, l'OBC achemine les épreuves vers les délégations régionales. Elles iront de là pour les délégations départementales où elles seront réceptionnées par chaque chef de sous-centre. Les enveloppes scellées ne sont ouvertes qu'en salle d'examen devant les candidats avant le début de chaque épreuve. Seulement, entre impondérables et aléas, la chaîne peut compter des maillons faibles. Ceux qui choisissent et sélectionnent ces épreuves peuvent éventuellement mettre ces épreuves à la disposition des élèves. Il y a la partie de reprographie. Il y a l'empaquetage. À ce niveau également, on pense que si ceux qui sont appelés à le faire ne sont pas d'une très bonne moralité, ils peuvent tirer les épreuves et mettre à la disposition du public. Il y a le convoyage, c'est-à-dire le transport de ces épreuves. Ce n'est pas toujours bien sécurisé. Une autre source anonyme circonscrit davantage le maillon faible. La seule personne dans cette chaîne qui peut faire 5 ou 6 jours avec les épreuves, c'est le chef de sous-centre. En attendant les conclusions des enquêtes, tous les acteurs de la chaîne espèrent voir les coupables clairement identifiés, mais surtout poursuivis pour leurs actes. Parlons à présent du développement de la sous-région Afrique centrale. Et sur ce front-là, ce sont les fonds qui manquent le plus. Aussi, la commission de la CEMAC et les experts des États membres sont-ils mobilisés depuis ce mardi. Il s'agit d'explorer de nouvelles sources de recettes. Ces travaux du comité inter-État de l'UEAC étaient conduits ce mardi par Daniel Onaondo, le président de la commission de la CEMAC. D'autres précisions sur cette réunion dans ce reportage de Marie-Laurence Nké. Trouver des ressources additionnelles au financement de la CEMAC, c'est investir dans la libre circulation des personnes et des biens et d'autres projets intégrateurs. Face à la performance mitigée de la taxe communautaire d'intégration, la CEMAC doit non seulement optimiser ce mécanisme, mais aussi trouver des sources alternatives de financement. Au lieu de repositionner stratégiquement la CEMAC, pour qu'elle comprenne qu'en tout état de cause, elle devrait rechercher des sources de financement qui la renflouent et qui lui permettent d'investir. Le déficit de financement engendré par la crise sanitaire des pays de la CEMAC est évalué à 1 500 milliards de francs CFA selon la BEAC. Les marges financières des États pour le financement de la CEMAC se sont contractées. Il faut transformer. Ça va générer beaucoup d'emplois, ça va générer des recettes, ça permettra même de financer aisément, de prélever aisément des taxes qui notamment peuvent alimenter les ressources de la communauté. Les recommandations des experts seront transmises au ministre des Finances, de l'Économie et de l'Intégration qui siégeront le 10 août par visioconférence. Les solutions de développement pour le Cameroun viendront aussi certainement de l'entrepreneuriat jeune. Une cinquantaine de ces jeunes étudiantes sont ainsi à l'école de l'entreprise, une initiative du GFAC, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, en faveur de ces jeunes filles porteuses de projets d'entreprise. Les résultats attendus de cette expérience avec Joël Igor à Banda. Le projet de création d'une pépinière d'entreprise est mis sur pied par le GFAC, groupement des femmes d'affaires du Cameroun, dans un contexte où il existe des contraintes liées au développement.
en général et les femmes en particulier. Une manière pour le groupement de pallier le manque de structures d'appui aux entreprises et organisations du secteur privé féminin. Ouvert ce lundi 3 août 2020, le projet accueille pour cette première vague plus d'une cinquantaine de jeunes femmes camerounaises porteuses de projets. C'est donc une assistance technique de proximité du GFAC à ses promotrices d'entreprises. On veut aussi prendre notre savoir-faire, l'expérience qu'on a déjà eue dans les affaires, pour transférer ça aux jeunes filles. La première étape de formation du projet pépinière d'entreprise s'achève le vendredi 7 août 2020. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, le point de presse quotidien sur l'évolution de la pandémie vient de s'achever au centre des opérations des urgences de santé, publique à Messa, ici à Yaoundé. Nous y retrouvons Évariste Eyenga, notre reporter, et son invité, le docteur Daniel Mabongo. Bonsoir Évariste, quelles autres nouvelles ce soir sur le front de la lutte contre cette terrible pandémie au Cameroun? Bonsoir Adèle, des déclarations percutantes, il y en a eu, il y a celle-ci que je tiens du docteur Etoun Dimbala, orateur du point de presse. Ce soir, l'épidémie semble se stabiliser dans ses principaux foyers que sont Yaoundé, Douala Bafoussam et Bertois. Sembler, le verbe a été employé avec rafale, non pas pour faire uniquement l'emphase, mais pour indiquer que cette pandémie est capricieuse et qu'à tout moment, elle peut déjouer la modélisation, c'est-à-dire la courbe choisie par les professionnels de la santé, déjouer donc les prévisions et repartir peut-être à la hausse. Et cela pourrait être déclenché par certaines personnes réticentes à se rendre vers les formations hospitalières. On va étudier ce soir la possibilité d'un retour vers les formations hospitalières et les centres spécialisés de prise en charge. C'est dans cet entretien que nous accorde le docteur Daniel Mabongo. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes épidémiologiste, médecin épidémiologiste de terrain, ce qui suppose que dans l'une de vos missions, il y a que vous faites les interventions d'urgence. Dites-nous, parmi les hôpitaux que vous fréquentez, quelle est la situation là-bas? Quel est l'état de lieu en termes de fréquentation? Ok, merci. Ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge des patients Covid dans la ville de Yaoundé, tout cela se fait désormais dans des centres dédiés et puis dans les formations sanitaires. Donc, et de manière globale, le taux d'occupation dans ces différents centres dédiés et même en communauté est bas, vu l'évolution qui semble être stationnaire, favorable de l'épidémie, comme annoncé par le docteur Etoun Dimbala. Et pourtant, on poursuit le testing. On est en train de rentrer dans les communautés, même avec des stratégies mobiles. Pourquoi il n'y a pas assez de patients dans les centres spécialisés? Ok, il faut dire que ce n'est pas tous les patients qui sont positifs au Covid qui sont systématiquement admis dans les centres spécialisés. Nous avons sur le terrain ce qu'on appelle le screening de la prise en charge à domicile. Ça veut dire que pour des patients qui présentent des formes légères ou des formes modérées, ils peuvent être pris en charge à domicile s'ils remplissent les critères. Et maintenant, les formes sévères ou ceux qui ne remplissent pas ces critères seront donc dirigés vers les centres dédiés. On vient de comprendre, docteur, après vous avoir remercié pour votre disponibilité, on vient de comprendre que même la prise en charge également a subi quelques évolutions à cette étape où l'on se trouve. La troisième phase de la pandémie du coronavirus Covid-19 et il y aura davantage d'emphase sur la stratégie du testing mobile qui est en cours. Elle sera prise en relais dans les collectivités territoriales décentralisées. Cela aussi est indiqué au cours du point de presse de ce soir. À vous le plateau.
Merci Évariste pour toutes ces nouvelles. Merci au docteur Daniel Mabongo et bonne suite de la surveillance de cette épidémie là-bas au QG à Messa. La suite du journal est la journée mondiale, la métrologie qui se commémore le 7 août, c'est dans 3 jours. La réflexion cette année va porter sur les mesures pour le commerce mondial. Au Cameroun, l'événement se prépare à travers une semaine d'activités organisée par le ministère du Commerce et dont le coup d'envoi a été donné ce mardi même à l'ENAM. Luc, bienvenue au Nana. En tant que mesure de toute chose sur le marché, la métrologie se présente de ce point de vue comme étant un élément essentiel dans la production, comme dans le commerce des biens et des services. Nous avons tout à gagner à faire en sorte que notre métrologie soit reconnue au niveau international pour que nos produits qui puissent être compétitifs puissent pénétrer ces marchés. C'est de tout cela qu'il a été question au cours de l'entrevue entre les responsables du ministère du Commerce et les élèves de la section Prix, poids et mesures de l'ENAM, bientôt sur le terrain du contrôle et de la lutte contre les fraudes autour de la métrologie. Le rôle qui est le leur en matière de métrologie au niveau du Cameroun, notamment l'impact en matière de protection des consommateurs, d'accompagnement des entreprises à l'industrialisation, l'impact en matière de compétitivité de notre économie. Ont également pris part à ces échanges sur le rôle de la métrologie dans le commerce international, la secrétaire générale du ministère du Commerce et le directeur général de l'ENAM. Les délégations des artistes des pôles art théâtral, danse et arts plastiques étaient reçues ce mardi par le ministre des Arts et de la Culture. Ces artistes, comme ceux qui les ont précédés chez le ministre Bidonkwat, lui ont remis des motions de soutien et de remerciement à la haute attention du président de la République au sujet de l'adoption et de la promulgation de la loi du 20 juillet 2020 qui régit désormais les associations artistiques et culturelles au Cameroun. Les associations artistiques et culturelles est bien reçue par les pôles art plastique, art théâtral et danse. Elle nous a comblés, nous les hommes de théâtre, parce que lors de la RECAN, nous avons passé pratiquement plus de 10 heures par jour pour réfléchir sur les propositions que nous devions faire au ministre des Arts et de la Culture. Nous allons enfin pouvoir nous organiser et certainement trouver des financements. Les coordinateurs des différents secteurs sont venus dire leur reconnaissance. Nous sommes venus dire à haute voix merci à son Excellence Paul Biya. Au-delà de l'organisation des pôles artistiques en fédération, cette loi vient redynamiser le mouvement culturel au dire des différents orateurs. La page des sports avec cette nouvelle, le Comité national paralympique va se doter d'une direction technique nationale. Les textes de fonctionnement de cette instance des athlètes déficients étaient adoptés ce mardi par les membres du bureau exécutif. Le reportage sur cette réunion, Évariste Yenga. Les organes techniques se mettent en place au jour le jour pour donner corps à un comité national paralympique modèle. La direction technique nationale est le dernier né après les 4 fédérations spécialisées créées précédemment. Son cadre juridique a été fixé ce mardi. Tous les participants à la réunion ont adopté ce texte qui sera donc présenté au conseil d'administration le 2 septembre prochain. J'ai aussi été rassuré en suivant les ex-présidents des fédérations. La direction technique nationale naissante va décongestionner les fédérations. Le comité national paralympique camerounais s'appuyait sur les directions techniques des fédérations, ce qui faisait un double emploi pour nos différents entraîneurs. Et je pense qu'avec la mise sur pied de la direction technique nationale, nous allons aller un peu plus loin que cela. Les membres du bureau exécutif ont aussi adopté le budget révisé. Entre-temps, le suivi des para-athlètes est individuel pour cause du coronavirus. Ce suivi est préparatoire aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021.
Et avant de refermer ce journal, je vous redonne lecture de cet important communiqué signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale que le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a décidé du report au lundi 10 août 2020 à 12h dans la salle des conseils de la présidence de la République de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, initialement convoquée pour le jeudi 6 août 2020. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Daniel Menanga et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Zra. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine Barrage de l'espoir Memveleux. Je vous quitte encore avec ces précieux rappels contre le Covid-19. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.